Eh ben, bonjour tout le monde. Donc nous, c'est Antoine Pierce et Arnaud Lehu. Bonjour. Nous sommes les auteurs de La Terre du Milieu, mais un peu sur la gauche. Donc une BD satirique, mais gentiment satirique, du Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous l'avez lu déjà, peut-être? Quelqu'un l'a-t-il lu? Quelqu'un l'a-t-il vu? Ou pas du tout? Peut-être à main levée, ceux qui connaissent ou qui connaissent pas encore. Ceux qui connaissent, du coup. Qui connaissent, oui, demande une seule question à la fois. Donc, ouais, on a 3 lecteurs, d'accord. Et Le Seigneur des Anneaux, est-ce que des gens connaissent Le Seigneur des Anneaux dans cette salle? Voilà, donc c'est bon. Est-ce que vous lisez de la bande dessinée en général? C'est juste pour savoir. Levez la main ceux qui lisent de la BD régulièrement. Ok. Voilà, donc on fait un sondage. Après, on va vous demander est-ce que vous faites la vaisselle 3 fois par jour? On travaille pour Ipsos, en fait. Donc du coup, voilà, comme vous pouvez le deviner, c'est un ouvrage très sérieux, écrit par 2 auteurs qui ne font jamais de blagues. Nous, ça nous a toujours paru rigolo, en fait, de faire de la BD un peu marrante sur des sujets qui ne le sont pas forcément. Mais là, c'est vrai que Tolkien, pour nous, c'était cool parce que c'est un livre qui comporte déjà de l'humour, en fait. Il y a beaucoup de blagues dans Tolkien. C'est pas quelque chose qui est tout le temps sérieux. C'est des livres mondes dans lesquels on trouve du sérieux, mais aussi des blagues avec toute la dynamique des hobbits qui, entre eux, se font des vannes, se font des farces et tout ça. C'est quelque chose qui est déjà marrant. Il y a même toute la dynamique d'anti-héros de Bilbo et Frodo qui ne sont pas du tout des aventuriers à la base, et c'est toujours en décalage par rapport à Aragorn, aux nains et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc pour nous, en fait, c'était... Le challenge, ça a été de faire une bande dessinée humoristique où on fait des blagues qui respectent l'univers, qui suivent l'univers de Tolkien, sans redire les blagues qu'il a déjà faites, en fait, parce que ça servira à rien pour nous de répéter des choses qui existent déjà. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre des situations qui sont déjà dans les livres et de voir si on peut leur apporter soit de rendre plus extrême ce qui en fait un gag, soit de prendre une situation qui à la base était solennelle et en faire quelque chose d'humoristique. Donc par exemple, je pense qu'on peut citer 2 ou 3 gags qui sont dans le livre. A priori, ça devrait le faire. Ça va en spoiler 1 ou 2, mais bon, les autres c'est bon. Il y a le gag par exemple où les hobbits sont sauvés par les aigles à la fin, et nous en fait le twist qu'on apporte par rapport à la vraie histoire, enfin la vraie histoire, à la vraie fiction, c'est que les hobbits sont lâchés dans le bec des bébés aigles dans le lit, au lieu d'être ramenés en vie sur eux. C'est ce genre de stupidité qu'on s'est amusé à rédiger pendant... à peu près un peu moins d'1 an, on va dire 6 bons mois, 6-8 mois. C'est ça, c'est le temps de production de la bande dessinée. Voilà. Ce qu'on peut dire, ce qu'on n'a pas forcément précisé sur l'album, c'est qu'en fait, c'est pas une relecture chronologique de l'histoire, c'est vraiment une page ou 2 pages qui reprennent une scène du film ou du livre. De toute façon, on fait les 3 films, le Seigneur des Anneaux, on peut aussi partir sur le Hobbit. On le fait assez peu là, mais on pouvait. C'était vraiment une adaptation de l'univers de Tolkien en général. Et donc c'est vraiment ce qu'on appelle des gags en 1 page ou 2 pages, quoi. Et après, on les a pas mis forcément dans l'ordre chronologique pour éviter que ça soit trop répétitif si on faisait vraiment toutes les blagues sur une même séquence, les unes après les autres, quoi. C'est ça, et l'idée aussi, c'est que on s'inspire des livres, mais aussi des films, que ce soit pour le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, on parle en fait à la fois des livres et des films, et des fois on joue un petit peu aussi sur les différences que vous connaissez probablement, qu'il y a eu entre les livres et les films, en fait, c'est le genre de différences qui ont poussé Christopher Tolkien, le fils de Tolkien, à dire que les films avaient éviscéré les livres et avaient trahi en fait l'œuvre originale. Donc nous, on a fait pire. Voilà, c'est ça. Donc nous, on s'est dit, il y a forcément moyen de faire pire, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et non, on l'a fait avec beaucoup de respect pour l'œuvre, à la fois pour le livre et pour les films aussi, parce que ce sont des œuvres qui existent aussi à part entière maintenant. Mais on s'est amusé, par exemple, dans certains cas, à essayer de voir en quoi le film divergeait des livres, et voir si ça pouvait constituer une blague, en fait, justement, de voir cette différence-là. Donc on a un gag, par exemple, où... Bilbo assiste à une représentation théâtrale de son livre qui est extrêmement violente et pas du tout inspirée du vrai livre. Et du coup, il demande
qu'est-ce qui s'est passé. Et Frodon lui dit, t'inquiète pas, ça s'appelle du cinéma, ça se passera très bien. Là, c'était pour revenir sur tous les ajouts un peu sanglants qu'il y avait eu dans les versions cinématographiques du Hobbit. Alors justement, est-ce que les films du Hobbit, vous, c'est quelque chose qui vous a plu? Peut-être encore à main levée. Qui a aimé les films du Hobbit dans la salle à main levée? Très bien. Vous avez raison. Vous avez raison. Et qui ne les a pas aimés, du coup? Qui a pensé que c'est une trahison? Il n'y a pas de honte, on a le droit. Mais en fait, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ces films-là. C'est que pour les apprécier, on peut partir du principe que c'est des films qui représentent ce qui s'est vraiment passé, entre guillemets, là où le livre qu'a écrit Bilbo, c'est un livre qu'il a écrit pour Frodon. En fait, c'est une narration dans la narration. Donc c'est normal qu'il ne parle pas des scènes de violence, c'est normal qu'il ne parle pas de ce qu'il n'a pas vu, et c'est normal qu'il soit beaucoup plus doux, en fait, dans sa narration que celle, entre guillemets, de la réalité historique, qui n'est pas une réalité, mais bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est le genre de principe sur lequel on est parti, en fait, de se dire que que nous-mêmes, en fait, on peut apporter une narration d'une œuvre qui, en fait, n'est ni un livre, ni un film, ni autre chose, ni une série, bientôt, mais juste, en fait, une histoire qui a vraiment eu lieu. Et qu'est-ce qu'on peut raconter de cette histoire-là, qui n'a pas déjà été racontée par livre, film et le reste? Ou même les blagues qui sont déjà populaires. Il fallait trouver d'autres blagues que les blagues qui peuvent tout le temps circuler entre fans. Oui, parce que le but, c'était aussi d'éviter ce qui pouvait sembler trop évident. Après, je ne sais pas si on... C'est vrai, en fait, vous devez le savoir aussi, mais ce sont des univers qui ont déjà été détournés sous forme de blagues, en fait, un peu tous les jours. Si on passe 5 minutes sur Internet, on va tomber sur 15 images de détournement de situation à base de déclarations pompeuses de Boromir qui sont transposées à des situations qui n'ont plus rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Et nous, on s'est dit... le premier truc que j'ai fait, en fait, quand j'ai reçu cette proposition de scénario, ça a été de me désabonner de toutes les pages de blagues de Seigneur des Anneaux. Parce que je ne veux surtout pas les répéter, en fait. Donc je préfère ne pas m'en inspirer du tout pour avoir au moins une toute petite chance, malgré les dégâts qui ont déjà été faits, de pouvoir apporter quelque chose de neuf, quoi. Quelque chose qui n'a pas déjà été dit. Et c'est dur sur une œuvre comme ça, parce que c'est le genre d'œuvres qui sont en existence depuis maintenant... plus de 50 ans. Plus de 50 ans, donc tout a été dit plusieurs fois. Mais on peut toujours trouver des nouvelles choses, et des nouvelles blagues à inventer. Enfin, j'espère, parce qu'on va faire un tome 2. Voilà, c'est l'info exclusive, incroyable. Wouh! Donc, on peut revenir peut-être sur la genèse de la BD, comment on est arrivé à faire cet album. Oui, parce que c'est de ta faute, donc vas-y. C'est de ma faute. Donc, en fait, ça a commencé parce que j'ai envoyé juste un projet de bande dessinée à l'éditeur Jungle. Parce que c'est un fonctionnement classique en bande dessinée. On envoie les projets, les auteurs préparent des projets, les envoient un peu tout le monde et voient si ça plaît. Là, ça n'a pas plu. Et en fait, par contre, l'éditrice m'a dit, on a une ligne de livres parodiques, on a déjà fait Harry Potter, les univers Disney, Game of Thrones et tout ça. J'avais tenté, on m'avait proposé Game of Thrones l'année d'avant, mais je n'avais pas vu un seul épisode de la série, ni lu les livres, donc bon, je n'ai pas été pris. Mais là, on m'a dit, on envisage Le Seigneur des Anneaux, est-ce que ça te plairait? Comme tu étais beaucoup plus spécialiste, voilà, j'ai vu les films, donc je me suis dit, bon là, je suis expert, je maîtrise tout sur le bout des doigts, je vais vous faire un truc incroyable. Donc après, voilà, on m'a demandé si je connaissais un scénariste ou quelque chose comme ça. Un blagueur. C'est ça, donc j'ai reçu, moi, l'invitation d'Arnaud qui lui a dit, est-ce que tu seras un scénariste ou quelque chose comme ça? Un blagueur. Et du coup, qui m'a proposé d'écrire des scénarios en rapport avec Le Seigneur des Anneaux, et il savait même pas si je l'avais lu, en fait, ou si même je connaissais. Je pense qu'il se doutait que je connaissais, parce que... Je savais que tu connaissais, mais je me suis dit peut-être que tu haïs cette licence, ou cet univers, mais tentons quand même au cas où, quoi. Donc non, je ne déteste pas Le Seigneur des Anneaux et je l'ai lu au moins 5 ou 6 fois, donc effectivement c'est plutôt bien tombé. Et pour moi l'occasion de raconter des bêtises dans ce monde-là que je connais pas aussi bien que la moitié d'entre vous, mais mieux que le reste de l'autre moitié, comme disait Bilbo, c'était évidemment, je sais pas le genre de truc auquel on peut dire non, quoi. Donc, Et si j'ai pensé à Antoine, c'est parce qu'en fait on a fait la même école d'art ensemble, donc on se connaissait bien, et il a déjà fait des albums humoristiques avec des petits gags avant, et j'aimais beaucoup son humour, donc je savais qu'il pourrait être drôle, et en plus, il n'a pas un humour vraiment méchant ou trash ou quelque chose,
Donc je savais que ça serait un peu assez respectueux de l'œuvre si tentait le truc, quoi. Oui, parce qu'on évite, comme je disais tout à l'heure, on évite de trahir l'esprit. Et donc, si on commence à faire des blagues trash ou violentes ou trop poussées dans l'univers de Tolkien, en fait, on va sortir les gens de l'œuvre ou cacher quelque chose. Le but, c'est pas d'insulter l'œuvre, quoi. C'est pas d'insulter les fans avec dire ce que vous aimez, c'est de la merde. Regardez comment c'est ridicule. Non, donc du coup, même toutes les légères incohérences de récits, des films ou des choses comme ça, on ne met pas le doigt dessus. On a un personnage, que je pense qui fait pas mal parler de lui, qui est le fameux Tom Bombadil, qui est donc totalement absent des films, qui a été totalement effacé des films, pas sans raison, parce que c'est un personnage très méta, en fait, donc qui est en dehors de la narration déjà lui-même. Quand au Conseil d'Elrond, les gens demandent à Gandalf « Est-ce qu'on pourrait pas donner l'anneau à Tom Bombadil ?» Il répond en substance « Non, c'est un glandu, il en fera rien d'intelligent. » Et je pense que pour les films, ils sont un peu partis du même principe, que c'était un personnage qui est trop extérieur à la narration pour apporter vraiment quelque chose à des films qui sont en cinéma, c'est 1h30, quoi. Donc on peut pas parler de tout. Donc nous, ça a été important pour nous justement de remettre ce personnage-là. Moi, c'est vrai que même sans être vraiment connaisseur des livres, il me fascinait le fait que Tom Bombadil existe et qu'il y ait ce type qui est en fait à la base, je crois, un jouet de Tolkien pour des enfants Tolkien. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce personnage improbable et le décalage qu'il avait avec le reste. Et même le fait que les fans ont l'air de débattre depuis des années pour savoir sa nature et savoir est-ce qu'il est bien comme personnage ou est-ce qu'il est un peu sacrilège ou je ne sais quoi. C'est ça qui m'intéressait aussi. Est-ce qu'il est vraiment dans l'esprit de l'histoire? Donc du coup, pour nous, c'était important de le remettre un peu... pas au centre, hein, parce que bon, il n'est pas si souvent que ça dans le livre, mais au il est moins là sur une page sur deux. Non, il est là sur 2 pages en fait en tout. Mais du coup, pour nous, c'était de le remettre en fait, c'est aussi ce qui permet de faire le lien en fait entre ce qu'on raconte nous, ce qui n'est ni le livre ni le film, mais juste une 3e interprétation. Bon, dans les faits, c'est pas la 3e. C'est pas la 3e, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a eu quelques-unes, oui. Et juste une autre interprétation de l'histoire et des personnages. Et surtout quand c'est pas vraiment une interprétation. N'oublions pas que notre œuvre n'a rien à voir avec Le Seigneur des Anneaux. Oui, on en parle vraiment de manière totalement... C'est une coïncidence si on évoque les deux en même temps, parce que notre œuvre est complètement indépendante. Voilà, parce que ceux qui l'ont lu ou qui ont jeté un œil dessus sont, par exemple, tous les noms propres ont été changés pour des raisons de droit. Donc, c'est vrai que tout ce que dit Arnaud est très vrai, ça n'a aucun rapport avec Le Seigneur des Anneaux, c'est juste une très grosse coïncidence. On avait juste envie de parler du Seigneur des Anneaux et de notre BD en même temps. C'est ça. Par hasard, et si on s'est retrouvés ici, c'est aussi par hasard. Donc c'est pour ça que ça s'appelle La Terre du Milieu, un peu sur la gauche. Voilà. Il y a un personnage qui... Aucune ressemblance avec La Terre du Milieu. Il y a un personnage qui doit porter un anneau qui s'appelle Frognon. Encore une fois, qui est cette personne? On ne sait pas. Et voilà, donc aucun nom propre n'est similaire. À peu près tous sont des calembours qui vont d'inacceptable à scandaleux. Et c'était des grands moments d'inventer des calembours à 3, du coup, entre Arnaud, moi et notre éditrice. On a vraiment tout donné. Ouais. Donc, tu peux nous donner 1 ou 2 exemples de calembours, peut-être? Il y a ton calembour préféré, que le fait de renommer le Mordor. C'était un grand moment d'invention de ma part. Je me suis dit, renommons-le, il n'y a pas mort d'homme. Donc c'est absolument nul. Ça ne ressemble... C'est beaucoup trop long dans les bulles. Mais en fait, ça me permettait de faire un espèce de non-jeu de mots, un peu comme ce que faisait Fournier dans les vieux Spirou, où il y avait une île qui s'appelait Tora Torapa. C'était invraisemblable, mais ça m'amusait de proposer ça. Donc j'ai mis ça dans le fichier où on mettait les idées de noms. Et c'était un peu mis, si on trouve mieux plus tard, on changera. On n'a jamais trouvé mieux. Du coup, ça n'a jamais été changé. C'est encore ce nom ridicule qui a été imprimé. Oui. Un nombre incalculable de fois. Je m'en délecte, mais je sais que ça le fait bouillir intérieurement. Il m'envoie régulièrement des missives avec honteux, scandaleux. Oui. Et je reçois des têtes de cheval coupées dans mon lit. À côté de ça, il y a aussi des calembours beaucoup plus intelligents, comme ceux que j'ai trouvés moi, où la comté a été renommée la Tome, où la ville de Brie a été renommée Coulommiers. Voilà, ça déjà, c'est d'un autre niveau intellectuel qu'il n'y a pas mort d'homme, je trouve. Je trouve aussi. Mais pour nous, en fait, le calembour, c'est pas une méthode pour sortir de l'histoire, c'est juste pour éviter les problèmes de droit, c'est tout. Donc on pense à la relecture qu'au final, on se rend plus compte des changements de nom parce qu'on sait déjà, en fait. Surtout que le dessin d'Arnaud est assez représentatif et on reconnaît les têtes des gens.
C'est vrai que c'était vraiment mon objectif dans le dessin, c'était que tous les personnages soient immédiatement identifiables. Donc c'est pour ça que je suis vraiment parti sur les looks des films, parce que vu que c'est les looks les plus connus par rapport au Seigneur des Anneaux, je me suis dit en partant sur les looks des films, c'est sûr que les gens vont les reconnaître tout de suite. Donc, mais limite, j'étais un peu trop dessus, parce qu'en fait, en cours de réalisation de l'œuvre, je me souvenais que je voulais que les persos ressemblent au look des films, mais j'avais oublié pourquoi, parce qu'en réalité, vu que c'est juste une parodie du Seigneur des Anneaux, je pouvais adapter assez librement l'apparence des personnages. Et moi, j'étais à quoi ressemble la botte d'Aragorn. Vite, il faut que je trouve de la documentation de à quoi ressemble son costume et tout ça. Surtout que dans les films, vu qu'il y a des trucages dans tous les sens, on voit jamais les persos en pied, parce qu'il faut toujours qu'on puisse mettre un type plus petit devant ou un type à genoux devant, ou tout ça. Donc j'ai reçu assez souvent des messages aux alentours de 3-4 heures du mat. Avec à quoi ressemble la botte de machin. D'un dessinateur paniqué qui cherchait de la documentation désespérément et qui ne la trouvait pas. Donc heureusement, j'ai pu lui indiquer à peu près où dans les films, où dans les 9 heures de making-of se trouvait le bon costume pour la bonne scène. Donc, normalement, il n'y a pas d'erreur de costume ou de continuité dans l'album. Je ne m'aventurerai pas à ça. Aucune erreur de continuité ou de costume dans l'album. Un truc merveilleux, c'est que toutes les scènes à peu près du film sont plus ou moins trouvables de manière indépendante sur YouTube. Donc souvent, je voyais le scénario d'Antoine, où il évoquait une scène, mais il disait jamais précisément quelle scène c'était, si je lui demandais pas. Donc il y avait juste le nom des personnages et un peu l'environnement. Et j'étais, à quel moment c'est ce truc-là? Et en fait, il suffit de taper le nom du perso ou le nom du lieu, et hop, tout de suite la scène était uploadée par quelqu'un sur YouTube. C'était très pratique aussi dans l'idée de pouvoir évoquer facilement les personnages ou les lieux. Moi, avec le recul, je trouve ça un peu trop facile. Donc pour le tome 2, j'ai déjà prévu au moins un scénario qui se passe dans l'univers du Silmarillion. J'en ai prévu un avec Eru Ilúvatar et tous ses enfants qui sont en train de chanter le monde. Donc pour ça, bon courage pour les trouver sur YouTube. Ouais. Peut-être un jour on aura une adaptation du Silmarillion, mais j'ai commencé pour l'instant non. À éplucher les wikis là, pour voir comment ils étaient représentés de manière générale. Et oui, c'est un challenge, ça va être intéressant. Nous, vraiment, au niveau graphique, l'idée, c'est de trouver où est-ce qu'on peut faire appel à un référentiel commun, où est-ce qu'on peut faire appel à des images que tout le monde va reconnaître, et où est-ce qu'on peut inventer des choses. Donc, pour le personnage de Tom Bombadil, par exemple, on ne s'est pas vraiment inspiré d'illustrations existantes. Je dois avouer que j'ai quand même googlé Tom Bombadil pour te faire une idée. Oui. Mais sinon, on a dû créer en fait quelque chose qui soit raccord avec le reste des personnages quand même. Après, le truc sur Tom Bombadil, c'est qu'on voulait souligner son décalage. Donc c'est pour ça aussi que de toute façon, on a pris des libertés sur son apparence. Je lui ai fait un chapeau invraisemblable parce que je voulais vraiment que le perso soit totalement ridicule quand il apparaisse pour vraiment être en total décalage avec... C'est ça, du coup, ce personnage-là, Tom Bombadil, on fait allusion aussi à sa disparition des films. Parce qu'en fait, il se pointe auprès des hobbits en étant totalement, en se mettant à chanter des chansons et dit je vais soigner vos poneys, en étant totalement inadapté. Et du coup, les hobbits en dernière case s'en vont en disant on est d'accord que plus jamais on parle de cette personne. On ne l'a jamais rencontré, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est comme ça qu'on fait allusion au fait que dans les films, Tom Bombadil à la trappe. Ouais. D'ailleurs, il n'apparaît pas sous ce nom-là dans le livre, parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit. Oui, là, il apparaît sous le nom de... Ou on le dit, ou tu veux peut-être garder la surprise Je pense qu'on va garder la surprise du nom de Tom Bombadil. En sachant que si vous n'avez pas encore le livre, vous ne pourrez pas savoir tout de suite, parce qu'il n'y a plus d'exemplaires en vente ici. Mais, voilà. Mais je crois que... non, le gag, on ne l'a pas mis en ligne, celui-là. Je ne sais plus. On l'a gardé secret. C'est un secret bien gardé. Et alors, qu'est-ce qu'on peut... on peut peut-être évoquer comment le processus créatif... Oui. Comment ça s'est passé. Oui, parce qu'en fait, tout cet album a été rédigé en pleine pandémie, et Arnaud et moi, on n'habite pas dans la même ville. Donc c'était un travail collaboratif qui a été fait à distance, entièrement. Bon, on se connaît bien, donc on sait à peu près comment ça fonctionne. Mais et l'avantage, c'est aussi qu'on apprécie à peu près ce que fait l'autre. Voilà. Souvent, c'était pas non plus... là, on voyait quelque chose, et après, il n'y avait pas beaucoup de retouches entre les étapes. Souvent, c'était plutôt du oui. Oui, tu dis apprécier, on connaît ses faiblesses, quoi. Oui. C'est ça, Oui, voilà. Donc en fait, la première étape, c'est que toi, tu dois trouver des scénarios. Donc par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est du coup, tu as relu les bouquins avant ou J'ai relu les bouquins juste avant d'élaborer les scénarios. Donc je les ai relus en VO parce que je les avais toujours lus en VF jusqu'à maintenant. Je les ai relus juste avant. Mais tu les as relus une fois ou tu les relisais tout le temps, petit à petit
En fait, je les ai relus entièrement une fois avant de commencer à écrire les scénarios, parce que déjà, ça fait pas de mal, c'est agréable. Et je les ai aussi constamment ouverts à côté, en fait, quand j'écris les scénarios. Parce que l'un des trucs, oui, en fait, c'est que tous les scénarios n'ont pas été écrits genre en un mois, il a écrit tous les scénarios. C'est qu'en fait, la consigne, c'était de fournir 10-15 scénarios, 15 scénarios par mois, je crois. C'est ça. Donc c'est ça, après, est-ce qu'une fois arrivé vers décembre, tu te souvenais encore parfaitement de ta première lecture? Parce que moi, par exemple, j'ai une mémoire assez faible, donc c'est vrai que même si j'ai revu les films et tout ça, au bout d'un moment, je me souviens des détails quand même, mais il y a certains points où je peux oublier un peu. Donc pour retrouver des gags, il faut quand même se souvenir des scènes précises pour pouvoir mieux les détourner. Ou... Bah, ça, c'est le fait de les avoir lus 6 ou 7 fois et de regarder les films plus de fois qu'il ne faudrait. Oui, c'est imprégné en permanence, ça vit dans ton esprit en permanence. Oui, voilà. Donc a priori, je peux à peu près... j'ai à peu près, mais pour être quand même sûr de ce que je raconte, j'ai quand même les livres ouverts à côté toujours quand j'écris les scénarios, parce que sinon, je ne sais plus de quoi je parle non plus. On finit par mélanger des scènes, forcément. Mais d'avoir les livres constamment en accompagnement, c'est quasiment plus un filet de sécurité, parce qu'au final, les idées me viennent sans, mais je sais que si le livre n'était pas à côté de moi, j'aurais pas l'idée pour autant. Donc c'est plus une sûreté, en fait. Voilà, donc une fois que donc tu fournissais à peu près une quinzaine de gags par mois, donc souvent après moi je les lis, mais j'ai rarement été... je crois que j'ai rarement fait des remarques dessus, souvent je disais oui, tout est drôle, et ce qui était vrai, parce qu'en fait j'aime vraiment... J'aime bien les blagues qu'il écrive, donc souvent ça me fait sourire et rire, donc c'était vraiment parfait. Et après il y a l'éditrice qui relit ça et qui dit bah non, ce gag-là est quand même pas terrible, trouve-moi mieux quand même. Oui, il y a eu une dizaine de gags, je pense, qui ont été mis de côté. Qui seront lisibles dans le tome 2, du coup. Non, qui du coup ont été détruits à tout jamais. Ouais. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on avait une bonne alchimie entre nous trois et les mêmes trucs nous faisaient rire. Donc, oui, on était assez d'accord sur qu'est-ce qu'on pensait devoir faire comme blague pour l'album. Et en fait, ce qui était intéressant dans les scénarios d'Antoine, c'est qu'il ne précise pas clairement case 1, il se passe ça, case 2, il se passe ça. C'était en fait... un descriptif assez vague de la scène avec des bouts de dialogue. Bah, les dialogues étaient précis, mais en fait, je pouvais choisir le nombre de cases qu'allait comporter le gag final. Donc c'était ça qui était assez stimulant en tant que dessinateur. Après, c'est que j'avais une part de création aussi, en me disant quel nombre de cases va faire mieux fonctionner le gag. Est-ce qu'il faut le faire sur 2 pages? Est-ce qu'il faut mettre cette bulle-là dans la case 1 ou dans la case 2? Oui, je laissais la mise en page, enfin toute la mise en scène en fait de l'humour. Comme on est tous les deux dessinateurs et que je sais déjà quel genre d'humour il fait, je l'ai laissé faire la mise en scène. Et on a vraiment eu très peu de retouches à faire sur ce genre de choses. Souvent sur les storyboards, des fois il y a des points où j'hésite un peu, où je lui soumets plusieurs versions. Ou... J'envoie des corrections avec fais une tête de con à ce personnage-là, ou des trucs assez sobres, mais en général, sur la mise en scène, on est assez d'accord. Le plus dur en fait, c'est vraiment sur les premières cases. En fait, c'est assez libre parce que c'est juste poser une narration, une espèce de fausse piste pour le lecteur. Et en fait, c'est vraiment sur la dernière case où c'est là où il y a souvent le plus de retouches à faire parce que c'est là où il faut que le timing, l'agencement des éléments soit vraiment parfait pour réussir à à essayer de faire rire. En tout cas, c'est l'intention. Donc, il faut vraiment que l'expression de visage du perso soit top pour bien vendre la blague, que la bulle soit placée au bon endroit ou des choses comme ça, quoi. En fait, la dernière case, c'est la seule qu'on écrit vraiment en général, parce que souvent dans un gag, les premières cases, c'est celles qui vont établir la situation, et nous, la situation, c'est celle des livres en général, ou celle des films, donc c'est des situations qui existent déjà. Donc en fait, on reproduit des scènes. Voilà, il me dit, qui reprend vaguement la scène. C'est ça, et la dernière case, c'est celle qu'on va inventer vraiment, où là, on s'éloigne totalement de ce qui existe pour créer l'humour. Donc après, une fois que je fais ce qu'on appelle les storyboards, donc des croquis rapides de à quoi ressemblera le gag final à partir des scénarios. Donc c'est vraiment des esquisses, les persos sont pas très beaux, ils ont des mains en forme de boule ou des choses comme ça. Et moi, je vais vraiment me concentrer plus sur les expressions de visage des persos, parce que c'est avec les expressions de visage ou les postures que je vais que je vais essayer de faire rire, en tout cas vendre la situation, vendre les blagues. Donc là, c'est juste que ça soit lisible pour après qu'Antoine puisse regarder, que l'éditrice puisse regarder et dire ok, c'est drôle, ça marche bien, ou non, retravaille ça un peu parce que là, on va pas rire du tout, quoi.
Ouais, ça c'est la grande difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a eu le choix de se dire est-ce qu'on fait des blagues pour les gens qui connaissent ou pour les gens qui connaissent pas? Parce que c'est totalement différent. Donc, si on fait pour les gens qui connaissent pas, il faut qu'on fasse de l'humour assez universel et il faut qu'on rappelle tous les faits quasiment à chaque gag. Et donc on s'est dit on va plutôt faire pour les gens qui connaissent. Donc c'est plutôt un livre d'initié. Je pense que sans avoir au moins lu les livres ou vu les films, c'est dur d'en tirer autant que... A priori, sur le tome 1, à part Tom Bombadil, qui est vraiment une référence des livres, globalement, c'est que des scènes qui sont au moins retranscrites dans les films. Je pense que si on a vu les films en version longue, parce qu'on évoque quand même les persos de la version longue, après on comprend, et bon, si on a lu les livres, on devrait comprendre aussi. Hein. A priori, c'est le concept. Donc une fois que le storyboard est validé, il faut passer au dessin. Donc là, l'avantage de le faire tout en fait, je fais tout en numérique pour ce livre, et l'avantage c'est que ça permet de vite de pouvoir gommer les choses, d'effacer les choses rapidement, ou par exemple s'il y a un petit ajustement à faire, je peux vraiment déplacer le perso dans l'image facilement, j'ai pas besoin de gommer, de redessiner en essayant d'avoir la même justesse de la pose ou de l'expression. Donc faire en numérique était beaucoup plus rapide, notamment parce qu'une fois le storyboard validé, je peux faire le dessin final directement sur le storyboard, là où si on le fait sur papier de manière traditionnelle, en fait le storyboard est souvent très petit alors que la page finale est très grande, donc il y a un moment où il faut réussir à translater les deux, donc ça rajoute des étapes, là où en numérique avec les agrandissements, tout ça qui se font en 2 secondes, on peut vraiment ancrer sur le storyboard et donc avoir la même justesse d'expression qu'on a trouvée au storyboard dans le dessin final. Parce que souvent, sur les expressions de visage, j'avais vraiment qu'à décalquer ce que j'avais fait au storyboard où l'expression me faisait marrer. Et après, il fallait rajouter les détails, où là, je regardais comment j'avais fait dans les autres pages, ou à quoi ressemblaient à peu près les types dans les films, pour faire leur coupe de cheveux, leurs petits vêtements et tout ça. Et aussi, dans cette étape où il faut faire les mains, qui est une étape que je déteste, donc il fallait souvent, je suis assez mauvais pour faire les mains de tête, donc il y a une étape ridicule où en fait je photographie la position des mains de toutes les cases de la BD pour pouvoir les dessiner correctement. Donc j'ai dans mon appareil, dans mon téléphone, d'incroyables photos de toutes les mains de l'album avec ma tronche au-dessus. Enfin, c'est incroyable. Du coup, j'essaie au maximum de faire des storyboards où il y a autant de mains que possible. Voilà. Et si possible aussi des armées de cavaliers. Donc c'est un truc qu'il adore dessiner. Donc, ça, quand j'ai accepté le projet, j'avais oublié qu'il y avait autant de chevaux dans Le Seigneur des Anneaux. Et après, j'ai pleuré des larmes de sang en voyant ces scénarios. Donc fréquemment, mes storyboards commencent par une phrase, enfin mes scénarios commencent par une phrase où j'écris « Une armée de chevaux s'élance face à une armée d'orques ». Voilà, quand il écrit ça, il entend un grognement après, lointain. Mais du coup, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'avec ce processus de création-là, maintenant on est assez rodé et on commence à se lancer ce genre de défi ou de challenge. Donc je pense que pour le tome 2, on va se... Ah oui, j'étais pas au courant. Non, bah, maintenant tu l'as. Donc. Donc voilà, après l'étape de dessin finalisé, c'est vraiment faire les raccords de costumes et tout ça, en gros, pour mettre les détails. Et donc voilà, les mains, vu que je voulais après évoquer les personnages des films, c'était trouver les références pour les costumes. Et pour les choses compliquées, genre les chevaux, aller chercher les images de référence. Les images de chevaux et tout ça, pour pas trop... Même si je dessine dans un style très humoristique, et pas... C'était quand même avoir une base à peu près correcte pour que ça ressemble à peu près à quelque chose au final. Et donc voilà, là j'ajoute les décors et tout ça. Et après, c'est souvent assez vite validé le dessin final, parce que vu que le storyboard a été validé, il y a rarement des retouches à faire. Et en fait, le fait de faire un storyboard avant, ça permet de pouvoir faire des retouches rapidement, où là, sur le dessin final, on s'est fait suer à faire toute la main et tout ça, et tous les costumes, et les détails. Et si on nous dit, bah non, le perso, en fait, fallait qu'il fasse complètement autre chose, faut que tu le redessines, c'est beaucoup... c'est un peu énervant de devoir le refaire, c'est quand il avait été terminé. Donc, une fois le dessin fait, on passe à la mise en couleur, dont je m'occupais aussi, à part quand j'étais très en retard, où là j'ai délégué une partie, mais voilà, la mise en couleur, c'était en numérique aussi, et pour décrire le processus, il y a un premier processus où c'est ce qu'on appelle des aplats, en fait c'est remplir toutes les zones,
du dessin, qu'il y ait de la couleur partout. Et après, c'est mettre on fait un peu d'ombre, on voit un peu de lumière, on met une ambiance colorée. C'est ça que je voulais aussi, c'est que chaque scène ait un peu sa couleur, un peu que tout soit pas colorisé pareil, que ça soit pas un peu comme, par exemple dans les albums d'Astérix, les couleurs elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont il y a une volonté d'être des couleurs assez objectives, quoi. L'herbe est toujours verte, le ciel est toujours bleu. Là, le but c'était d'avoir des trucs un peu plus un peu plus cinématographique en fait, oui. Enfin, que les scènes aient des ambiances lumineuses et des ambiances colorées qui rappellent des situations plus, déjà qui rappellent plus les sérieuses films, en fait, quoi. et qui rappellent les films aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant dans les films, il y a vraiment pas mal de scènes un peu jaunes, très jaunies, les nuits sont très bleues, donc c'est ça aussi que je voulais évoquer par moment, mais pas forcément autant que le film, parce que c'est vrai qu'il est très jaune, gris, bleu. Ouais, c'était un des premiers films de cinéma, vraiment grand public, à bénéficier d'une colorimétrie numérique, en fait, le Seigneur des Anneaux. C'est un des premiers où vraiment ils ont pu faire un étalonnage numérique des scènes, ce qui fait qu'ils ont des ambiances sur plein de scènes qui sont extrêmement présentes et fortes, en fait. Toutes les scènes de nuit, comme tu disais, où c'est pas simplement des nuits américaines où ils mettent un filtre bleu à la fin. Ils ont vraiment une attention portée aux détails je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu les making-of, mais ils ont une attention sur la direction du regard en fait quand ils font la colorimétrie. C'est-à-dire que les zones de fort contraste sont les zones vers lesquelles les yeux vont aller. Donc quand la scène ne correspond pas, le contraste de la scène ne correspond pas au propos, ils ont modifié les contrastes de la scène et les couleurs pour diriger le regard vers les endroits où c'était important que les gens regardent. Le seul film oui. le premier film qui a fait ça, c'était Oh Brother des frères Cohen, qui est le premier film à avoir une colorimétrie numérique. C'est ça, un étalonnage numérique, ouais. Oui, voilà. Et c'est la même technologie qui a été utilisée après sur Le Seigneur des Anneaux et puis après sur absolument tous les films. Donc c'était un des pionniers à ce niveau-là, et ça c'était une innovation dont il était très fier dont Peter Jackson et son équipe étaient très fiers pour vraiment faire de la direction de regard et vraiment gérer l'information qu'on montre. Parce que sur des films comme ça, il se passe 150 choses par scène. Comment est-ce qu'on fait pour que le spectateur voit la bonne chose, le propos de la scène? Mais du coup, ça aussi, c'est un enjeu dans le gag. Au moment de coloriser le gag, en fait, c'est vraiment, il faut faire gaffe aux couleurs pour que vraiment que les yeux se centrent sur vraiment le point qui fait marcher le gag. Par exemple, si c'est un détail sur lequel le gag se joue, il faut vraiment que ça soit hyper lisible au niveau des dessins, au niveau des couleurs, pour qu'on comprenne tout de suite, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a tout un jeu après d'essayer de mettre des zones un peu plus sombres, par exemple, des zones de contraste pour vraiment diriger le regard dans la case finale sur le bon endroit. Oui, c'est ça. Et donc pour ça, c'est important pour nous d'avoir d'avoir une gestion des couleurs et des lumières qui soit proche de celle de film, en fait, parce que oui, que ce soit pas que des aplats. Ouais, on a beaucoup de choses à raconter dans le livre, donc forcément, pareil, on est soumis un peu aux mêmes contraintes, quoi. Et puis pareil, en dessin, si sur une case on fait un énorme décor, le propos devient le décor en fait. C'est plus ce qui se passe dans la scène, c'est juste les gens vont s'attacher à voir le décor. Voilà, c'est pour ça que les décors peuvent être assez minimalistes dans notre BD, et d'ailleurs, de manière générale, dans les BD à gag, parce qu'en fait, il faut vraiment pour qu'un gag fonctionne, faut que ça soit efficace, et donc il ne faut pas distraire le lecteur. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop se permettre tout le temps de mettre du décor. Ouais, plus l'action est compliquée, plus il faut aller au plus simple. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu ou apprécié Fury Road, le dernier Mad Max, mais dans ce film-là, c'est pas la colorimétrie qui dicte le regard. On n'a pas fait de sondage à main levée depuis longtemps. Est-ce qu'on en fait un? Non, on va s'en passer pour celui-là. Mais dans ce film-là, ce qui guide le regard, c'est la composition de l'image, où en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est toujours au milieu. C'est jamais sur les côtés, c'est jamais dans les points forts de l'image, au 2/5 ou quoi que ce soit. C'est toujours au milieu de l'écran quand il se passe quelque chose. C'est ce qui fait qu'il est capable de faire des scènes de course-poursuite où on comprend tout ce qui se passe dans la scène. On comprend qui s'accroche à quoi, à quel moment, c'est parce que ça se passe au milieu. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est via la colorimétrie qu'ils se sont démerdés pour faire la même chose. Et nous, c'est en mettant des scènes avec des décors simples par moment, c'est pas de la flemme. Parfois, c'en est probablement. Ça dépend des moments, mais je voulais quand même mettre un peu de décor de temps en temps, parce que ça reste Le Seigneur des Anneaux, les décors, c'est quand même une partie importante de l'œuvre, il les décrit quand même avec attention dans les bouquins et tout ça. Et dans les films, ils sont somptueux, donc j'ai essayé de mettre un peu de décor de temps en temps. Mais après, c'est vrai qu'il fallait que le gag soit efficace. Et après, il y a aussi des contraintes de temps en termes de production, où bon, c'est vrai que... Cet album a été réalisé en 3 semaines. Certaines parties.
Non, mais après, voilà, il fallait des fois être efficace, donc c'est vrai qu'aller plus à l'épure dans le décor permettait de gagner forcément du temps aussi. Ouais, je crois que là, on commence à avoir fait le tour de comment on a réalisé la BD. Donc, je pense qu'on va peut-être passer aux questions, si des gens ont des questions. N'hésitez pas. Alors, levez la main si vous avez des questions, mais sinon... Ça ne marchera pas à chaque fois. Là, le sondage à main levée, c'est personne. Des questions. Ah, il y a une question là. Attends, je crois qu'il y a un micro qui va arriver si tu veux pas avoir à parler fort. Oui, je me demandais juste, c'était quoi votre école en fait? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça, mais on a fait une école d'art privée à Nantes qui s'appelle l'école Pivot. C'est un peu l'école de dessin à Nantes avec plusieurs filières et on était tous les deux en bande dessinée, donc voilà. Forcément. C'est une formation en 3 ans ou 4 ans, voilà, si on veut faire un peu la brochure de l'école. Oui, mais... Alors, on a eu la chance dans cette école notamment de travailler avec, sous le fouet de Laurent Mini qui a fait des projets en commun avec Alan Lee et John Ho. Donc en fait, on a pu voir des choses. Souvent des choses liées au jeu de rôle et tout ça. Oui, il connaît assez bien tous ces braves gens. Donc du coup, on a pu avoir. On a été à une bonne école pour tout ce qui est Tolkien et Seigneur des Anneaux, ça c'est clair. Et je voulais poser comme question, c'était. Toi, tu parles beaucoup du livre, tu t'es inspiré du livre et tout ça. Toi, tu parles beaucoup du film, oui. Tu as regardé le film. Est-ce que depuis, toi, par exemple, tu as lu le livre? Alors, j'ai commencé à lire Le Hobbit, mais c'est vrai que je ne suis encore qu'au chapitre 2, donc vous pouvez me huer si vous avez envie. Mais du coup, en fait, le fait de faire ce livre, ça m'a quand même bien donné envie de mettre à la lecture de l'œuvre de Tolkien. En plus, j'ai lu depuis aussi le livre de Yannick qui faisait une conférence hier. Je sais plus quoi... Voilà, Yannick Chazaran. Et c'est vrai que c'était c'était hyper intéressant, ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Donc je suis en train de m'y mettre, mais c'est vrai que... En fait, à sa décharge, c'est pour ça qu'il m'a contacté moi, en fait. Parce que c'est vrai. En soi, je ne savais pas si tu étais fan ou pas. C'est parce qu'il ne se sortait pas d'écrire des gags, en fait, sur un univers qu'il ne maîtrise pas, en fait. Honnêtement, ça aurait pas été... Qu'il ne maîtrisait pas à ce moment-là, parce que maintenant, c'est bon. Ça aurait pas été évident d'écrire des gags moi-même sur le Seigneur des Anneaux. Ça aurait été moins riche. Je pense que c'est plus intéressant, là, avec le fait qu'Antoine connaisse bien les bouquins. Mais je m'y mets. Je surveille qui s'y mettent. Je l'observe lire. De temps en temps, je lui envoie une interro sur Discord, on en parle et voilà. Et on avance comme ça. Je sais maintenant que Bilbo était un hobbit. Et pas un lapin. Comme on l'a appris récemment, que la toute première traduction du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, le traducteur... pensait, donc c'est Yannick Chazaran qui expliquait ça, qui pensait que je vole un peu son contenu du coup, mais c'est tellement intéressant le fait que le premier traducteur pensait que les hobbits étaient des lapins. Parce qu'avec le terme hobbit, ça ressemblait à rabbit. En même temps, ils ont des grands pieds aussi. Ils ont des grands pieds, ils vivent dans des trous et le mot ressemble. Donc effectivement... Les trolls les comparent à des lapins à un moment aussi. Ça peut aider. Compare Bilbo à un lapin. Je lisais le chapitre 2 ce matin, il y a ça, donc c'est pour ça que je sais. Chapitre 2 quand même. Eh oui. Bientôt le chapitre 3. Wow, l'année prochaine. Donc voilà, sur cette imposture... Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez parlé de Spirou notamment. Quelles sont vos autres inspirations en tant qu'auteur, dessinateur? Moi, en tant que dessinateur, ce qui m'inspire beaucoup, ce qui m'a inspiré en premier, c'est la BD franco-belge, avec tout ce qui est Franquin, Uderzo. Quand j'étais petit, j'adorais vraiment leurs dessins. C'est pour ça que et je dessine depuis tout petit, donc il y a des choses, vraiment, le code du gros nez, c'est resté dans mon dessin depuis tout le temps, et c'est pour ça que quand j'ai vu que je devais caricaturer Gandalf, je me suis dit, allez, je peux lui faire un gros nez patate, ça passera, c'est l'occasion ou jamais, c'est le perso qui dicte ça. C'était plus facile de lui faire, lui, un nez comme ça qu'à Frodon. Et donc après, comme autre influence, moi je sais que quand j'étais petit, j'adorais Thébault, qui fait Samson et Néon et Captain Biceps et tout ça. Donc c'est vraiment un auteur qui m'a beaucoup influencé dans son trait très cartoon.
Et après, il y a un peu d'influence, un peu de manga, un peu de comics, parce que je lis un peu de tout, donc des fois, les influences j'emprunte un peu partout en fait de ce que j'aime bien. Je pense que c'est la personne qui lit le plus de BD que je connaisse. Donc quand il dit qu'il lit un peu de tout, c'est pas qu'il lit un peu de tout, c'est qu'il lit tout simplement. Oui. Voilà, je lis beaucoup de BD, c'est pour ça que j'ai pas lu beaucoup de romans de Tolkien. Si c'était en BD, je l'aurais peut-être plus lu. Moi de mon côté, je ne lis pas de bande dessinée, je lis que des vrais livres. Voilà. Mais non, moi mes références c'est aussi franco-belge, mais c'est plus daté. Donc moi c'est principalement Achille Talon déjà, qui a toujours été ma bible. Greg, c'était c'est un peu ma référence. Donc Greg, c'est l'auteur d'Achille Talon. C'est ça. Et aussi Fmur, l'auteur du Génie des Alpages, qui pour moi c'est ce qui se fait de plus beau en fait en termes d'humour et de poésie à la fois, c'est mélangé. Et sinon, je lis aussi pas mal de bandes dessinées un peu indépendantes, bandes dessinées américaines, toutes ces choses-là, les petits comics, depuis Robert Crumb, mais surtout les plus modernes, qui ne sont pas américains, mais Joe Daly ou ce genre d'auteur. Donc un peu de tout aussi. On essaie d'avoir des influences assez larges, mais oui, l'un comme l'autre, on a une sensibilité franco-belge gros nez. Et après, c'est vrai magazine de Spirou et tout. Moi, je travaille pour Dupuis maintenant, donc c'était un peu aussi la suite logique de l'opération. Et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est cartoon et comme ça. Et en fait, en fantasy, j'aime beaucoup tout ce qui s'est développé en imagerie cartoon. L'imagerie fantasy classique très réaliste me parle pas forcément des masses, mais j'adore vraiment tout ce qui a pu se faire dans des versions simplifiées, que ce soit en jeu vidéo ou tout ça, ou même par exemple ce qu'avait fait Lois Trondheim et Johan Sfar avec Donjon. Oui, super influence aussi, Donjon, bien sûr. Il y a un côté vraiment satisfaisant et agréable en fait de raconter une histoire sérieuse avec des personnages et un style qui sont pas forcément sérieux en fait. C'est une espèce de contraste et de... Oui, qui nous plaît. Et ça permet vraiment de se lâcher sur les expressions de visage et tout ça. Mais c'est vrai que les univers fantasy, c'est vraiment un régal à illustrer parce que on est assez libre dans le dessin. Même si c'est vrai qu'il y a des références, c'est quand même moins lourd que de faire un vrai récit historique ou un récit contemporain où il faut lourd dans le sens où il y a vraiment plein de références à gérer, à essayer de reproduire fidèlement. On a eu des profs de dessin à l'école Pivot qui du coup étaient spécialisés dans la bande dessinée historique, donc qui racontaient des histoires qui se passaient sur des trois-mâts. Et systématiquement, aux séances de dédicace, en fait, les gens venaient leur reprocher le nombre de cordages et de traits qu'il y avait sur les trois-mâts. Peut-être qu'il y en a dans la tendance qui font ça. Bien sûr, mais ça ne me choque pas, c'est juste qu'on voulait éviter ça. Voilà, nous aussi on peut éviter de reprocher le nombre de cordes des trois-mâts. C'est l'avantage aussi de la parodie, c'est que si on reproduit mal un certain aspect, on peut se dire c'est de la parodie. C'était volontaire. Et bien sûr aussi une super influence, je pense qu'on a eu tous les deux, c'est les séries comme De Cap et de Croc et Garulfo qui étaient sorties et donc les séries d'Ayrol qui sont toujours des régals tant par le style que par l'écriture en fait théâtrale de toutes ces choses-là. Oui, je crois que c'est pour les influences, je crois qu'on a fait le tour. Après, je crois qu'il y a une autre question là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le fait d'avoir regardé plusieurs fois donc, les films et d'avoir lu plusieurs fois les bouquins, ça vous a rapproché des personnages et vous avez eu encore plus d'amour Oui, en tout cas pour ma part complètement. Oui, c'est dur de ne pas les aimer de toute façon. Bon, évidemment, on va penser au duo de Hobbit, Merry et Pippin, qui sont inénarrables. Mais tous les autres aussi, en fait, même on finit par avoir une tendresse. Moi, j'ai une tendresse pour Grima, par exemple, qui est clairement... on peut imaginer tout un tas d'histoires en fait sur pourquoi il est comme ça en fait, parce que c'est quelqu'un qui est dans une société qui lui ressemble pas du tout. Enfin, les autres Rohirrim ne ressemblent pas à Grima. Et pourquoi est-ce que Grima du coup est aussi frustré? Pourquoi est-ce que du coup ça devient l'espion de Saruman et tout ça et tout ça? Pardon si je spoil le livre. Je pense qu'on sait. Mais tous les personnages, même l'histoire tragique et vraiment shakespearienne de l'intendant du Gondor, tous ces personnages-là, c'est dur de ne pas voir tout le prisme d'émotions qui nous transmettent et qu'on retrouve dans plein de circonstances de nos vies. On n'est pas tous intendants, mais à des moments donnés, on a tous un côté intendant. Oui. Mais en fait, ce qui était bien aussi, c'est à force de revoir les films, les scènes, c'est vraiment de faire gaffe à tous les petits détails dans les visuels et tout ça. Moi, j'aimais déjà beaucoup les visuels de façon du Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que là, c'est vraiment bien de pouvoir s'immerger à fond dedans. Pour m'aider dans le livre, je me suis pris les artbooks et tout ça, et
vraiment c'est passionnant de se plonger là-dedans, quoi. Alors, un petit détail justement à ce niveau-là que tu vas découvrir en lisant le livre, c'est que l'intendant du Gondor dont je parlais est environ 10 fois moins une tête de con dans les livres que dans les films. Vraiment. Donc tu vas peut-être avoir plus de sympathie pour lui. Non, mais j'adore dans les films. Tu te rendras compte qu'il n'est pas sans amour pour Faramir. Il est juste un peu bourru. Mais je l'adore dans les films parce qu'en plus il a un jeu assez caricatural d'acteur. J'avais vraiment hâte de le dessiner dans les storyboards parce qu'avec son petit air grincheux, en plus quand je le dessinais, il me faisait vraiment marrer avec je lui faisais un petit nez, je m'éclatais à le dessiner, j'étais limite à dire mets-moi plus d'intendant du Gondor, il me régale. C'est noté. D'ailleurs, il y a eu des choses un peu comme ça aussi, en voyant les dessins ou les trucs comme ça. Après, Antoine pouvait rebondir, ou moi je me disais, tiens, on n'a pas fait beaucoup de Gollum pour l'instant, est-ce que tu peux me faire quelques gags, s'il te plaît, avec Gollum? Quand j'ai vu la façon dont il dessinait Gollum, j'ai essayé au maximum de le mettre, parce que égoïstement, ça me fait rire, donc du coup, je le mets un maximum. Parce que quand tu avais fait à peu près la moitié des gags de l'album, il y avait genre 2 pages avec Gollum, et donc on avait ajusté par rapport à ça. Ce qui est un comble, parce que c'est quand même un petit peu le personnage principal du Seigneur des Anneaux. Mais il est aussi dans pas mal de scènes humoristiques, donc c'est ça, je pense, qui rendait aussi Gollum pas forcément naturel pour des gags, parce qu'il est déjà dans des gags, en tout cas dans la version film, peut-être dans le livre, il est tout le temps hyper sérieux, mais dans les films, c'est vrai qu'il est souvent dans des situations assez rigolotes. Question? Normalement, on va devoir parler de Gollum rigolo pendant 20 minutes. Eh bien, on va vous remercier. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés, parce que écouter une conférence par des auteurs de BD, c'est jamais facile. Merci beaucoup.